le 5 novembre 2025 à Moscou en Russie. Derrière les murs du Kremlin, 57 des plus hauts responsables russes se sont réunis sous l'aigle bicéphale. Sur la table devant eux se trouvait un dossier estampillé « Test opérationnel Sarmat », contenant l'autorisation finale pour la préparation de 3 missiles balistiques intercontinentaux RS-28 Sarmat, chacun transportant 10 ogives nucléaires. De quoi rayer Kiev, Dnipro et Kharkiv en moins de 8 minutes. Le Kremlin était autrefois considéré comme intouchable, mais aujourd'hui, le ciel au-dessus de Moscou s'est fissuré. L'Ukraine a lancé une opération combinée. 15 drones Bayard TB et 2 EDIX MiG-29 modernisés étaient prêts à frapper l'espace aérien le plus lourdement protégé de la planète, le système de défense multicouche de Moscou, d'une valeur de 9,4 milliards de dollars, est protégé par un radar antinucléaire 4 UWBU-M, 3 Panzer-S, 1 et le système S-500. Les drones et les avions de chasse pourraient-ils percer le ciel d'acier russe? Ou s'agira-t-il de la plus grande erreur de calcul de l'Ukraine? Réponse le 5 novembre 2025. Moscou, Russie. Dix H0. Le ciel de Moscou était gris et silencieux. Dans la salle du Grand Conseil du Kremlin, 57 des personnalités les plus influentes de Russie étaient réunies sous l'aigle bicéphale. Les lustres brillaient de 1000 feux, mais l'air était glacial. Au centre trônait Vladimir Poutine, le ministre de la Défense Sergei Shoigu, le général Gerasimov et les chefs de Roscosmos et des forces de missiles stratégiques. Sur la table reposait un dossier portant l'inscription « Essai opérationnel, Sarmat autorisation finale ». À l'intérieur, les plans d'une frappe nucléaire limitée contre l'Ukraine, utilisant 3 missiles balistiques intercontinentaux, RS-28 Sarmat, chacun emportant 10 ogives d'une puissance combinée de 5 mégatonnes suffisantes pour rayer Kiev, Dnipro et Kharkiv de la carte en moins de 8 minutes. Les paroles de Poutine étaient mesurées presque murmurées. Nous mettrons fin à cette guerre à nos conditions et rappellerons à l'Occident qui est le maître du ciel. Les généraux acquiescèrent. Dehors, le drapeau rouge flottait au-dessus des flèches du Kremlin, ignorant qu'il pourrait bientôt annoncer la fin du monde. À leur insu, chaque vibration, chaque phrase codée dans cette pièce était déjà enregistrée. Le réseau d'écoute par intelligence artificielle ukrainien. Perron Sentinel avait intercepté un canal satellite crypté en orbite à 35 480 km au-dessus de la Terre. Le pic de données a été enregistré à Dix-H-17, signalé comme une séquence de prélancement nucléaire potentiel catégorie Oméga. Au Kremlin, la réunion se poursuivait confiante secrète sans interruption. Mais quelque part sous Kiev, une ligne de texte apparut sur l'écran d'un opérateur protocole d'autorisation détecté. Moscou. Réponse immédiate requise. L'histoire venait de commencer son décompte. 10 H. 30 heures de Kiev à 30 mètres sous terre. La salle des opérations du ministère de la Défense numérique était plongée dans l'obscurité. L'écran central montrait Moscou, un immense cœur battant sous une vitre. Le secret du Kremlin n'était plus un secret. Des lettres rouges clignotèrent. Protocole de déploiement nucléaire de catégorie Oméga confirmé. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Le calme fit place à l'action instantanée. Le général Alexandre Havlenot posa les 2 mains sur la table en acier, sa voix glaciale. Ils vont le faire. Il n'y a pas de retraite possible. Nous devons frapper droit au cœur. Sur le deuxième écran, l'architecture défensive du Kremlin se dévoilait couche par couche. Pas de sol radar à longue portée nucléaire, réseau de défense aérienne multicouche Buk M3 Panzer S1. Et enfin le pare-feu absolu S. 500 promet une machine qui semblait impossible à percer. Un système de défense aérienne proclamé invulnérable à toute menace. Mais la lame attendait dans l'ombre depuis longtemps. Henley Ascent surveillait tout au-dessus de l'espace aérien russe. Vent du nord-ouest sur le canal 4 furtif, a rapporté l'officier des drones. Si nous frôlons la Moskva, à moins de 45 mètres, leurs radars n'auront que 8 secondes pour réagir. 8 secondes. Suffisant pour que le cours de l'histoire bascule ou pour la fin d'une nation. Opération combinée approuvée. L'ordre a été donné. Sur la base aérienne de Pava 15, Bayraktar TB2 était entreposé. Première phase, l'APA. Leur mission provoquer non détruire.
Programmé pour imiter les signaux de vol en formation sur les radars, il forcerait les massiers et les batteries de défense aérienne à ouvrir le feu et à dévoiler leur tactique. Chaque TB-2 coûte 5 millions de dollars. Chaque intercepteur russe coûte 15 millions de dollars. La phase 2 prévoit des frappes plus profondes. 10 MiG-29. Fulcrum modernisé prendrait de l'altitude en portant des missiles R-77 et des cages de missiles 31, un système d'attaque d'une valeur de près de 200 millions de dollars. Il s'agissait de chasseurs modifiés, ayant bénéficié de 19 mois de mise à niveau secrète, de revêtements à faible signature codage mais à signature radar, de systèmes de suppression infrarouge et de suites furtives numériques réduisant la détectabilité jusqu'à 87%. Le plan a évité le suicide avec une pénétration de 600 km à travers 240 stations radar, 2 ceintures de pension 76, 0 caméra et un nœud de guerre électronique Kasuga 4. Le dispositif défensif de Moscou, doté d'un budget estimé à 9,4 milliards de dollars, était désormais confronté à un plan visant à démanteler son centre de commandement. Le ciel d'Europe de l'Est commençait à s'obscurcir. 10 à 42. Le ciel occidental au-dessus de Moscou restait étrangement calme, comme si la ville ignorait tout du coup qui allait la frapper en plein cœur. Mais depuis Pavakins Brotar TB2 entamèrent leur dernier vol. Une formation d'une valeur totale de 75 millions de dollars. Lancés non pas pour détruire, mais pour se sacrifier avec précision. Ils volaient en arc de cercle de plus en plus large, à une altitude maximale de 60 m, rasant l'air froid au-dessus de la limite des neiges. Il ne s'agissait pas d'une équipe de frappe de drones, mais de 15 balises délibérément envoyées dans la tempête. La Russie les a détectées en 4,2 secondes. Des alertes rouges ont été déclenchées sur les stations radar Panzer S, un M3 et Pudzelnuk. Le ciel s'est déchiré sous le feu ennemi de 32 missiles intercepteurs, d'une valeur unitaire de 1,2 à 3 millions de dollars. En moins de 42 secondes, les 4 premiers TB2 avaient disparu. La Russie venait de dépenser 67 millions de dollars en puissance de feu de défense aérienne pour détruire 20 millions de dollars de l'heure. Mais la guerre n'est jamais une simple question de calcul. La seconde vague s'abattit lourde, implacable, fendant le ciel comme des maillets de fer. 14 TB, 2 tombèrent l'un après l'autre, se dissolvant en éclairs lumineux et entraînés de fumée noire. La Russie crut la menace neutralisée. Elle pensait que tous les angles étaient scellés, mais le 15e survécut. Le TB2-15 a profité d'un angle mort radar pendant seulement 0,8 secondes. Un bug logiciel si infime qu'il aurait pu être le fruit du destin. Il a foncé droit sur le cœur de la ville, le Kremlin. Distance de rapprochement rapide, 700 m, 420. Lorsqu'il a percuté le dôme vert cuivré, l'explosion n'était pas massive seulement. 12 kills de charge de fragmentation, mais elle a marqué l'histoire. Le dôme a explosé en flammes et en éclats, la fumée s'élevant en spirale comme un drapeau noir au-dessus de Moscou. Les sirènes hurlements, les troupes se sont précipitées. Les médias d'État ont cessé toute diffusion pendant 11 minutes, mais les civils avaient déjà tout filmé. Les images se sont propagées plus vite que l'incendie lui-même, et ce n'était que l'ouverture de la porte. Venue du sud, une formation de 10 MiG-29, modernisée d'une valeur de 200 millions de dollars, perça la couche nuageuse. Leurs moteurs rugissaient comme le tonnerre traversant la ville de part en part. Ils n'étaient pas venus pour avertir. Ils étaient venus frapper, profitant de l'inattention du Kremlin. Au moment précis, le cœur de la Russie s'est dévoilé. À cet instant, Moscou a compris. Trop tard. La perte de 14 drones n'était pas un échec pour l'Ukraine. C'était le prix à payer. Restez avec moi. Ce qui va suivre n'est pas seulement une bataille. C'est le moment où Moscou réalise qu'elle n'est plus intouchable. 11 à 2. Le ciel au-dessus de Moscou trembla comme une fissure déchirant l'histoire. À 9,0 mètres d'altitude 10, MiG-29 Fulcrum piquèrent en formation de pointe. Leurs moteurs rugissaient comme le tonnerre déchirant les nuages. Ils ne se cachaient plus. C'était le moment de la révélation. Le moment de montrer au monde que l'Ukraine avait atteint le cœur du pouvoir russe. Verrouiller la cible principale, le complexe de commandement du Kremlin. L'ordre était froid, chirurgical. À 12 km, les combattants se mirent en position.
Les systèmes de ciblage se sont focalisés sur les signatures thermiques et les réflexions radars du cœur de la ville. 20 missiles air-sol Culte 29 T, d'une valeur unitaire de près de 1,2 million de dollars, se sont détachés de leurs ailes et ont filé vers l'avant, telles des flèches d'acier enflammées. Moscou s'est illuminé dans un éclair électrique. La Russie a réagi instantanément. Les batteries Pantsir S-1 ont déployé leurs canons automatiques. Les lanceurs Buk M3 ont tiré des salves d'intercepteurs et le système de défense antimissile S-500 s'est engagé à intercepter les ogives entrantes. En 10 secondes, le ciel s'est transformé en un labyrinthe d'explosions, de traînées de condensation et d'ondes de choc dévastatrices. 18 missiles sur 20 ont été interceptés, une défense quasi parfaite. Mais la guerre ne requiert pas la perfection. Une seule faille suffit. Les deux derniers missiles ont profité de la tempête pour frapper la résidence des hôtes du Kremlin à seulement 190 mètres du palais principal. Les deux détonations ont résonné dans toute la ville, comme des tambours funéraires. 5 aussi responsables ont été tués et 20 autres blessés, parmi lesquels des assistants, des analystes et des officiers de communication. La ville était paralysée par le froid. Les vitres tremblaient. Des caméras ont filmé des fragments du toit rouge tombant comme de la neige noire. Pendant ce temps, un MiG-29 immatriculé K-27 a été touché par des éclats d'obus provenant d'un intercepteur. Un stabilisateur s'est déchiré. Le moteur a craché des flammes. Le pilote ne s'est pas éjecté. Il a tiré sur le manche, ramenant l'appareil endommagé vers l'espace aérien ukrainien avec seulement 31% de poussée. Il a survécu et Poutine est sain et sauf dans un bunker souterrain fortifié. Le trône était toujours là, mais le silence qui l'entourait n'était plus le même. L'objectif de l'Ukraine n'était pas l'assassinat. C'était le message véhiculé par l'explosion « Nous pouvons vous atteindre à tout moment. Asseyez-vous à la table des négociations. » Moscou s'éveilla dans un matin sans précédent. La ville était toujours là, ses tours, ses avenues et sa foule, mais l'atmosphère avait changé. Elle était plus lourde, plus dense, si silencieuse qu'on aurait presque pu entendre la peur respirer. La nouvelle se répandit en 7 minutes par des canaux indépendants et en 23 minutes, le monde entier était au courant. L'Ukraine avait frappé le cœur du pouvoir russe. Non pas un poste frontière, ni un dépôt pétrolier, ni un entrepôt, mais le Kremlin lui-même. Au complexe diplomatique, les équipes de secours fouillaient les décombres de pierre et de plâtre. 5 morts étaient confirmés. 3 conseillers à la sécurité, un secrétaire parlementaire adjoint et un diplomate de haut rang ont été tués. 20 autres personnes ont été blessées, dont beaucoup avec des côtes cassées de graves brûlures ou des traumatismes crâniens dus à l'onde de choc. Ces chiffres, bien que faibles au regard des statistiques de temps de guerre, ont eu un impact politique considérable dans un lieu comme celui-ci. Dans la salle du Conseil de sécurité nationale, Poutine restait silencieux. Personne ne parlait. Personne n'osait même bouger sur sa chaise. Son expression demeurait inchangée, mais son regard lui s'animait. Quand le pouvoir est en jeu, la peur n'appartient plus au peuple. Elle appartient à celui qui la détient. À Kiev, pas d'acclamation, pas d'applaudissements, pas d'hymne. Seul un rapport fut lu lentement, objectif stratégique principal atteint. Démontrer la capacité de pénétrer et de frapper le cœur du commandement défensif de la Fédération de Russie. Ils en comprirent la signification. La Russie pourrait riposter à tout moment, mais à l'image d'une lame contre la gorge d'un adversaire, la puissance ne réside pas dans la frappe elle-même. La puissance réside dans la connaissance. La frappe peut être répétée. Les médias internationaux ont surnommé l'événement « Nuit du ciel brisé ». Le rouble a chuté de 19% en 6 heures. 41 vols privés ont quitté Moscou ce jour-là, transportant des familles de ministres et d'oligarques à l'étranger. De petits rassemblements publics ont commencé à se former. Le premier à Saint-Louis, Saint-Pétersbourg, puis Yekaterinbourg, puis Kazan. Il n'y eut ni banderole, ni slogan. Les gens restèrent immobiles, le regard tourné vers le ciel, comprenant pour la première fois que la Russie n'était plus intouchable. À Washington, Berlin et Pékin, les téléphones sécurisés sonnaient sans interruption. Derrière chaque porte close, une seule question résonnait. Si l'Ukraine peut frapper le Kremlin aujourd'hui, où pourra-t-elle frapper demain?
Et au crépuscule, dans les profondeurs de Kiev, le général Havleno prononça une phrase silencieux mais plus lourd qu'un missile. Nous n'avons pas besoin de gagner aujourd'hui. Il nous suffit de leur faire comprendre que nous pouvons gagner. La guerre n'était pas terminée, mais l'équilibre avait basculé et l'histoire, à partir de cet instant, ne serait plus jamais comme avant. Les guerres ne se terminent pas par les explosions les plus retentissantes, mais par le silence qui suit. Le moment où les deux camps ont compris qu'il n'y avait pas d'issue sans un prix plus élevé que le précédent. Après la frappe sur le Kremlin, le monde s'est trouvé à ce tournant. La Russie ne pouvait plus se prétendre invulnérable. L'Ukraine ne pouvait plus être considérée comme un État faible, contraint de se défendre. Les nations, observant la situation de loin, étaient désormais obligées de reconsidérer leur place dans un équilibre des pouvoirs qui venait de basculer. Pourtant, dans ces tensions, ce sont les citoyens ordinaires qui en ressentaient le plus clairement les conséquences. Les mères les mères russes levaient les yeux au ciel, sachant que leur fils serait une fois de plus envoyé au front. Les enfants ukrainiens tentèrent de dormir malgré le son des sirènes d'alerte et la lueur des missiles fendant la nuit. Chaque victoire pour une nation s'accompagnait de deuil pour son peuple. La question finale n'était donc plus de savoir qui est le plus fort, mais quel est le seuil de perte acceptable. L'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait frapper au cœur de la Russie. Mais son but n'était pas une vengeance sans fin. Elle voulait obtenir une place légitime à la table des négociations où elle ne céderait pas à la force, mais regarderait son adversaire droit dans les yeux. La guerre continue. Les frontières brûlent encore sous ce ciel d'hiver. Mais le monde a désormais entendu un message, non pas avec des mots, mais avec force. Aucun empire n'est éternel, et la volonté d'une nation peut redéfinir le cours de l'histoire. La paix n'arrivera peut-être pas demain, mais à partir de cet instant, elle est devenue possible. Si vous avez trouvé cette analyse utile et souhaitez soutenir d'autres analyses approfondies de ce type, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer.